46e émission de Bug, votre podcast préféré sur les films et sur les séries télé. La Dream Team est encore une fois réunie ce soir pour vous parler des derniers visionnages, pour pousser des coups de gueule et pour vous donner beaucoup d'amour aussi sur certaines choses que nous avons vues. Et je suis Alphonse Dadet, je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes. Il y a d'abord Seb. Salut Seb. Je vous laisse deviner de quoi je vais parler. Effectivement, un bon indice. Et il y a Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les femmes de plus de 50 ans. Eh bien, je ne vous félicite pas, parce que pourquoi s'en prendre à l'ami Moix quand ici à Bug je profère des idées bien plus poussées, dirons-nous. Là, il y avait moyen de se révolter. Mais bon, pour ça, faut aller fouiner un petit peu et écouter notre modeste podcast. C'est vrai que c'est toujours plus simple de lire 2 lignes extraites d'un ensemble. Quand je vous disais qu'on ne n'est pas égaux face à la profondeur, à Marie Curie, bonsoir. Waouh, toujours des belles envolées lyriques dans cette introduction, Bastien. Je suis encore sous le charme de ce programme pour ce soir, parce que nous avons encore de très belles choses dont nous allons vous parler. Il y aura d'abord Seb qui nous parlera d'un quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, mais je crois qu'il est énervé ce soir. Il est très remonté. Un tout petit peu. Et Bastien nous fera son habituel pot pourri, mais qui sera encore une fois assez conséquent et avec des films très surprenants, si j'ai cru bien. Un éventail vraiment très large ce soir. On a hâte d'entendre tout ça. Eh bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va bien même retourner la lame dans tous les sens, parce que Seb, c'est à toi, fais-toi plaisir et éloigne les enfants du poste, ça va être très sanglant. Ouais, ça va pas être facile d'en parler parce que j'ai déjà oublié 80% de la saison 11 de Doctor Who, c'est dire. Alors, ce fameux plafond de verre brisé dont ils se sont tant vantés, ça donne quoi? Bah, il y a du verre partout sur le sol maintenant, et faut éviter d'y aller pieds nus à la John McClane. Autant dire que c'est pas pratique. Bon, blague à part. Ouais, il y a enfin une femme qui joue le rôle du docteur, c'est trop tip-top génial. Vive Jodie Whittaker, c'est déjà mon docteur préféré alors que j'ai pas vu une seule image. Sauf que non, elle est mauvaise comme un cochon, ou plutôt comme une cochonne. Sauf qu'elle est pas très cochonne, si vous... Bah bref, on s'égare déjà. Y a qu'à regarder sa filmographie, y a pas grand chose. D'ailleurs, c'est tellement difficile pour elle de jouer avec autre chose que son accent d'origine, elle nous l'impose, et même le public américain a du mal à comprendre ce qu'elle baragouine, alors que l'anglais, c'est leur langue à la base. Bon, je pense qu'ils exagèrent un petit peu parce que j'ai quand même compris la majorité de ce qu'elle disait, mais c'est vrai que par moments, il y a des petits problèmes. Mais ça, c'est un détail. Parce qu'elle est mauvaise avant d'avoir un mauvais accent. Et comme elle a pas la moindre idée de ce qu'elle fait ou doit faire, bah elle passe son temps à faire des grimaces ou imiter David Tennant et Matt Smith. En moins bien, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ouais, Jodie Whittaker est nulle. Mais c'est pas complètement sa faute, parce que le fait que le docteur soit une femme n'est pas en cause ici. Non, le souci c'est l'écriture. Et bien qu'elle ne ferait pas de miracle avec un bon script et de bons dialogues, ça pourrait être mieux. Hélas, ça ne sera jamais le cas. Le coupable s'appelle Chris Chibnall. Tam tam. Reprenons depuis le début. Ouais, exactement. J'avais fait une vidéo à l'annonce du casting de Whittaker parce que ça gueulait un peu partout pour tout n'importe quoi. Petit passage, on a passé les 7000 vues, je vais pas trop me vanter, mais voilà. Et je disais déjà à l'époque que le sexe du docteur n'avait pas d'importance, et je le maintiens aujourd'hui malgré le fait que Whittaker était mauvaise. Je pense que c'est un choix de Chibnall, encore une fois responsable de tous les maux. Donc l'important en fait c'est l'écriture, et que mon inquiétude n'était donc pas Whittaker, mais Chibnall, oh boy. Je ne pouvais pas imaginer que j'étais autant à côté de la plaque. Je craignais que Chibnall soit juste pas très bon dans l'exercice d'écriture et qu'il livre des épisodes médiocres compte tenu de ce qu'il avait pu faire sur 4 ou 5 épisodes précédemment. Sauf que le problème a été tout autre. Le mec a décidé qu'il n'allait pas faire Doctor Who. Et je comprends rien. J'avais lâché cette citation dans la dernière émission en disant que j'allais la réutiliser ici car beaucoup plus appropriée. Philippe Curval a dit: quand on alourdit le récit d'une pesanteur idéologique, on parvient à quelque chose de tout à fait détestable. Alors le problème ici, c'est pas que le récit soit alourdi par quoi que ce soit. Non, le récit en lui-même est cette idéologie. L'écriture est complètement à la ramasse. Quand le docteur se régénère, il change de personnalité, ok. Sauf que ça doit rester limité car le docteur doit rester le docteur. Bah ici, un exemple de la manière de fonctionner de Chibnall, quand le docteur se retrouve face à un père de famille qui perd une gamine qui ne se remet pas de la mort de sa femme, bah elle devrait l'encourager, non pas pour lui, mais pour sa fille qui a besoin de lui. Ça, c'est le docteur normal de tout le monde depuis 1963.
Chibnall, fuck you. Elle aurait dicté une merde que ça aurait été pareil. Extrait mot à mot, je n'invente rien. Elle lui dit, il est temps d'aller de l'avant. Lui répond, mais je ne peux pas. Et elle, avec mépris, je déconne pas, hein. Évidemment que tu ne peux pas. Et là, c'est pas le docteur. Putain, c'est pas le docteur. Sa réponse aurait dû être, évidemment que tu ne peux pas. Comment tu pourrais te remettre d'avoir perdu la personne que tu aimes le plus au monde? C'est impossible. Mais quelqu'un d'autre ne s'en remet pas, et ce quelqu'un d'autre a besoin de toi. C'est pour elle que tu dois être fort et parvenir à aller de l'avant. Putain les gars, je suis on fire. Je suis meilleur que Chibnall et son staff de scénaristes. Et vous savez pourquoi? Bravo. Non pas que je sois meilleur auteur, enfin si, en voyant leur carrière à tous, je sais que je le suis, mais parce que je connais et aime Doctor Who, et que ma réplique est logique et cohérente avec non seulement la série, mais aussi avec le personnage. Mais fallait un méchant dans l'épisode. Et on avait un homme. Donc voilà, chaque épisode voit son homme blanc, ce terme est presque un trademark maintenant, tenir le rôle du méchant ou du lâche de service. Quasiment chaque putain d'épisode, on a même droit à un raciste de l'espace qui débarque pour tuer Rosa Parks. Oui, on en est là. Chris Chibnall fait une série pour Twitter, je crois. Sauf que le public s'y trompe pas. Enfin, une partie, parce qu'il y a quand même des cons. Chaque épisode faisait moins bien que le précédent en termes d'audience. Ah oui, le premier a fait un gros score, hein, c'est vrai. Plus que celui de Capaldi et plus que celui de Matt Smith. Et tout le monde était content. Moi, je disais d'attendre le prochain parce que l'événement faisait que. Et j'avais donc raison, hein, car on a vu le truc diminuer de semaine en semaine pour que l'épisode de Nouvel An, qui remplace celui de Noël, mais j'y reviendrai, soit l'épisode spécial, à comprendre l'épisode hors saison, avec la plus mauvaise audience depuis le retour de la série en 2005. Bravo Chibnall et merci pour rien. Mais merde quoi, checker un peu les personnages de la série. Le docteur est une femme, et niveau compagnon, on a une autre femme d'origine pakistanaise, un mec noir, et aussi, oui, un vieil homme blanc qui s'excuse pour le comportement des hommes blancs. C'est le niveau de la saison, hein, parce que ces personnages, ils sont juste là pour cocher des cases en termes de représentation. Et c'est horrible que quelqu'un me dise à quoi sert Yaz. Et les flics? Va falloir me montrer pourquoi ça a un intérêt. Ryan, il est chiant. Ah, mais oui, mais non. Le pauvre est atteint de dyspraxie. Chibnall trouvait extrêmement important de pouvoir parler de ça dans la série. Sauf qu'on s'en bat les couilles, mais royal. Le seul truc, c'est qu'on se tape 5 minutes dans le premier épisode où le gars essaye de faire du vélo, mais tombe comme une merde. C'est ridicule à regarder, et c'est comme ça que démarre la saison. Mais on se dit que ça va avoir de l'importance à un moment, que le docteur va l'aider à aller au-delà de cette maladie. Ben non, rien. On s'en fout complètement, ça revient jamais dans l'histoire et ça n'affecte pas le personnage. Quand Chibnall trouve un sujet important, c'est clair, hein, il sait en parler le bougre. Putagram, hein, soit le meilleur acteur dans ce naufrage, condamné à jouer de la merde. Il est le mari de la grand-mère de Ryan, et il aimerait bien que Ryan l'aime bien et l'appelle grand-père. Mais Ryan n'y veut pas. Voilà, 2 épisodes c'est dit. Hein. Graham demande clairement à Ryan s'il compte l'appeler grand-père un jour. Et tu sais qu'ils vont te balancer ça dans le final. Mais alors là, c'est la petite surprise, hein. Là, il nous a bien pris par derrière, hein, Chibnall. Ça arrive dans l'avant-dernier épisode, en fait. Parce que dans le dernier, il lui dit qu'il l'aime. C'est trop mignon. Sauf que dans les 2 cas, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais il est bien gras, le cheveu. Il n'y a aucun build-up. La relation, son évolution, t'y crois pas. C'est logique, tu la vois pas. Il n'y a aucune progression. Il n'y a rien qui amène à ça. D'ailleurs, dans ce même épisode, il y a une gamine qui n'aime pas Ryan et à la fin, elle lui fait un gros hug. Pareil, ça n'a aucun sens. Rien n'a été construit pour en arriver là. Et ça résume tout le travail de Chibnall en fait. Le mec se persuade d'être arrivé à quelque chose alors qu'il a rien fait. Les personnages ne sont pas des personnages, ils sont des cases cochées dans la liste des représentations. Caster une femme ou un black ne devrait pas changer quoi que ce soit à la série. Prenons l'exemple d'un petit chef-d'œuvre sorti au cinéma en décembre et dont j'ai parlé dans la dernière émission, Spider-Man Into the Spider-Verse. Utiliser... Oui, exactement, pareil. Utiliser Miles Morales comme protagoniste principal à notre époque, c'est logique dans la mouvance de la représentation telle qu'elle est forcée. Et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, c'est pour ça que je le dis forcé de cette manière avec des guillemets. Sauf que, Miles, c'est un perso attachant et bien écrit. Et à aucun moment il vient nous casser les couilles parce qu'il est noir latino. À aucun moment on nous dit que c'est cool d'avoir un Spider-Man non blanc. En fait, les mecs, ils ont écrit un truc bien et mis au milieu de tout ça le petit plus en termes de représentation. Un peu comme dans Happy Feet 2 où jamais on ne parle d'écologie. Et pourtant, sans un seul dialogue, le message sur le réchauffement climatique passe. C'est fou. Pourquoi ? Parce que des gens de talent s'y sont attelés, tout simplement.
On s'en fout que le docteur soit une femme. Le problème, c'est que c'est plus Doctor Who. Mais merde, c'est la première fois que j'étais content qu'une saison de Doctor Who se termine. C'est la première fois qu'on m'annonce qu'il y aura un hiatus de 1 an entre 2 saisons et que j'en ai strictement rien à foutre. Parce que ouais, faire 10 épisodes par an, c'est trop de boulot pour Chibnall, là où Russell Davies en a enchaîné 14 sans broncher et avec succès. Et puis ce final de saison à nouveau, aucun build-up, putain, ça ressemble jamais à un season finale. Alors ouais, l'épisode avec le premier de la saison est plutôt correct. D'ailleurs, c'est les 2 meilleurs de la saison. Mais putain, on s'en branle. L'épisode se termine, on dirait qu'il y en a un autre la semaine suivante. Ce serait normal puisque l'épisode aurait pu être diffusé n'importe quand dans la saison. Ah ça oui, faire les malins, ça y va. On change le jour de diffusion, on change l'épisode de Noël pour un épisode de Nouvel An. On ne reprend aucun monstre mythique de la série. On va en créer de nouveaux pour chaque épisode. J'en ai presque envie d'applaudir l'arrogance couplée à la bêtise de ces gens. Parce qu'ils ont rameuté un Dalek à toute vitesse pour l'épisode de Nouvel An, à force d'entendre les gens se plaindre de ça. Ah oui, et puisqu'on est là-dessus, pourquoi plus d'épisodes de Noël ? Soi-disant que parce qu'après 13 épisodes, il n'y a plus rien à raconter qui se passe à Noël. Le truc est usé. Ah bon ? Vraiment ? Dans l'épisode de Nouvel An, à part le fait que ça se déroule un 1er janvier et qu'ils ont visité je sais plus combien de passages à l'an, ça n'a plus aucune importance ensuite dans l'épisode. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Mais non, Chibnall, il sait mieux que les autres. Et attendez, les gars, quand même, il a passé des mois à chercher le docteur parfait pour finir par choisir l'actrice avec qui il a bossé ces dernières années sur sa série. Alors au final, moi, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Il est mieux que moi, il sait mieux que moi. Actrice qui a quand même dit que le rythme de tournage était compliqué pour une jeune maman. Putain, les gars, paye ton discours féministe réfuté en 5 minutes, montre en main, ça fait plaisir. Bref, je partais optimiste, j'en ai la preuve via ma vidéo, qui je rappelle a fait 7000 vues, sur l'arrivée de Whittaker. Ouais, mais je dis ça pour les auditeurs de Bug, pour qu'ils sachent un peu qu'on peut faire mieux. Et aussi ce que je disais pour clore ma review sur l'ère Capaldi. J'avais tellement envie d'y croire que j'ai même acheté le tournevis Sonic du 13e Docteur, alors même qu'il est moche et qu'il ressemble à une crotte. Mais c'est un naufrage. C'était difficile à regarder, et bien que je dois revoir la saison pour me faire un avis définitif, j'en ai aucune envie. Tout ce que je veux, c'est que Chibnall et Whittaker se cassent au plus vite. Putain, ce serait bien, parce que cette saison ressemble au nouveau Tardis. C'est grand. Mais putain, qu'est-ce que c'est moche et vide. Peter Capaldi comptait rester des années dans la série, mais il est parti après 3 années. C'est impossible de savoir les raisons du départ, si c'est vraiment sa décision ou s'il avait envie de rester. Mais il y a des rumeurs qu'on prend avec des pincettes qui elles-mêmes seront manipulées avec précaution, qui disent que c'est Chibnall qui ne voulait pas de lui. Mais en fait, c'est une bonne chose. Alors que j'adore Capaldi, que je voulais qu'il soit le docteur qui reste le plus longtemps dans la série. C'est une bonne chose, parce que j'aurais pas voulu le voir dans cette horreur qu'on appelle saison 11 de Doctor Who. Gros hiatus d'1 an donc, j'espère qu'ils prendront ce temps pour revoir un peu leur copie, parce que c'était vraiment médiocre. J'y crois pas, puisque Chibnall continue de se persuader qu'il a raison dans son traitement. Sauf que comme j'ai dit, l'audience baisse d'épisode en épisode, et si ça se continue comme ça sur la saison 12, on va frôler l'annulation, déjà que la saison 10 avait une audience médiocre. Faut remonter tout ça, et clairement Chibnall n'est pas l'homme de la situation. Je le savais depuis le début, puisque je l'avais dit dès l'annonce de l'arrivée de Whittaker, que le docteur devienne une femme n'est qu'un détail, l'important c'est l'écriture. Les deux étaient mauvais au final. Est-ce que ça tu l'avais dit dans ta vidéo ? Non, puisque j'étais pas encore là. Non, je disais que ce qui était important c'était l'écriture plus que l'acteur qui allait jouer le rôle, et j'avais envie de croire en Whittaker, mais Whittaker est mauvaise quoi. Et Chibnall est pire que ce que j'avais imaginé. Je pouvais pas imaginer une seconde qu'il allait faire ça quoi. Ça ne ressemble plus à Doctor Who, mais vraiment. Et je suis pas le seul à le dire. Il y en a qui disent que c'est même positif, mais en tout cas même ceux qui ont aimé disent que ça ne ressemble plus à Doctor Who. C'est un peu de la pipe tout ça quand même, parce que tu dis que le choix du docteur, que ce soit une femme, c'est pas trop grave. Moi je pense que ça confirme ma théorie comme quoi si le docteur était un homme, oui. Ce serait quand même beaucoup mieux. Non, avec cette écriture là, non, franchement, tu me mettais Capaldi. C'est pour ça que je suis content que Capaldi soit plus là, parce que Capaldi qui aurait joué ça, j'aurais juste pas possible quoi. C'est horrible. C'est horrible parce que tu peux, comme disait Graham, le meilleur personnage de la saison, et putain j'ai oublié le nom de l'acteur, mais bref, c'est un bon acteur, mais il a tellement de la merde à jouer qu'il peut rien sauver quoi. Donc non, c'est juste pas possible. Pour vous faire une idée, dans un épisode, le méchant c'est Trump quoi, clairement. Ils ont pris un personnage et ils ont fait Donald Trump. D'ailleurs, petite logique, attention les enfants, dans cet épisode qui est très critiqué, mais pour moi est un des meilleurs de la saison.
jusqu'à sa fin complètement what the fuck. Donc t'as des araignées géantes qui envahissent Londres, et donc t'as les araignées qui sont quand même déjà très grosses, et puis t'as la mer pondeuse qui elle est encore plus grosse. Le docteur a une solution parce qu'il faut pas tuer les araignées. Non, faut pas les tuer. Donc il trouve une panic room avec plein de bouffe et tout. Et donc elle dit bah on va les enfermer dans la panic room, et ils enferment tous les bébés araignées dans la panic room. Sauf que les gars, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura plus de bouffe? Mais les araignées elles vont se bouffer entre elles et crever. Et donc juste après ça t'as la mer pondeuse, elle est en train de mourir asphyxiée parce qu'elle est trop grosse. Et t'as le docteur, c'est triste. Et t'as Trump qui arrive, il prend un flingue et il la bute. Et le docteur fait ouais mais c'est pas bien, on peut pas tuer les araignées. Meuf, tu viens d'en tuer une centaine. Ferme ta gueule. Donc voilà, c'est la logique selon Chris Chibnall quoi. On peut rappeler que notre ami Chris Chibnall a été découvert sur l'écriture de Broadchurch. Ouais, il s'est fait très connaître sur Broadchurch, qui d'ailleurs à l'époque avait dit que ça l'intéressait pas d'être le boss de Doctor Who. Mec, qu'est-ce que t'as fait de changer d'avis là? On n'avait pas besoin de toi. Excusez-moi, mais Broadchurch, ça cassait déjà pas trois pattes à un canard. Bah, je suis d'accord, en fait, je trouve la première saison bien, même si elle tire un peu sur le concept du on va faire des épisodes où vous allez penser que tout le monde il est coupable, puis à partir de la saison 2 ça s'écrase. En fait, justement c'est ce qui manque à cette saison de Doctor Who, c'est que t'avais deux super acteurs qui tenaient la barre quoi. David Tennant et Olivia Colman donc. Il faut les citer, tu as raison. Bastien, t'allais dire quelque chose? Ouais, j'avais une question, mais je sais pas si Seb a réfléchi au truc. Est-ce que si tu avais le choix de virer Chibnall et de mettre quelqu'un d'autre en tant que showrunner, tu choisirais qui? Définitivement quelqu'un qui avait déjà travaillé sur Doctor Who avant en fait. Il avait déjà travaillé mais il n'était pas dans le staff d'écriture. C'est-à-dire qu'il venait, il passait son script puis voilà, basta quoi. Je crois, là j'arrive à trouver 3 épisodes qu'il a fait, donc c'est tout. Je pense qu'il en a fait peut-être un ou deux de plus, mais non, il faudrait définitivement prendre quelqu'un qui a déjà travaillé sur la série parce qu'il a viré tout le monde. Il n'y a plus personne qui était dans la série avant. Il y a des scénaristes qui avaient écrit de super épisodes qui ont proposé des trucs et il les a refusés. Alors que je pense que ça aurait été clairement mieux. Il a toute l'équipe technique, même le compositeur, c'est un nouveau qui d'ailleurs, alors que j'adorais la musique de Doctor Who, j'en ai rien à foutre. Non, faut définitivement prendre quelqu'un qui a déjà travaillé sur la série ou moi. Écoutez, sans vouloir me vanter. J'aurais fait du meilleur boulot, c'est ça qui est fou. Ça va finir par le mec de Bodyguard, ça, je vous le dis. Bah, à mon avis, il fera du meilleur travail. C'est pas possible de faire pire de toute façon, quoi. Ou J.J. Abrams. Bon, bah. Voilà. Non, ils prennent pas les Américains, il reste que. Non, ils restent sur les Anglais, c'est vrai. Mais... Ouais, ils ont bien pris une femme, ils peuvent tout changer. Ouais, enfin, non, une femme, ok, mais des Américains, peut-être pas les connaître non plus. Sinon, allez, 2 petits points bonus vite. Parce que notre ami Chris Chibnall, je vous l'ai dit, quand il a des choses à dire, il a des choses à dire. Donc dans son épisode de Nouvel An, il y a Internet qui est coupé. Et on voit une famille qui panique. Oula. C'est genre, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et t'as la mère qui fait, on va devoir discuter. Et t'as l'enfant qui est genre, ça fait réfléchir. Et là, je me dis, ouh, le mec, mais il est fou, quoi. Il ose faire des trucs, quoi. C'est fou. Ça me fait un peu penser à le genre de blague qu'il y a dans la dernière saison d'X-Files, cette connerie, tu vois. Le truc où les mecs se tirent une balle dans le pied direct. Ouais, bah de toute façon, Chibnall, à mon avis, il a envie de critiquer Internet puisqu'il s'est fait critiquer, quoi. Parce que justement, comme on disait, par rapport aux gens qui critiquaient la série, ce qu'il a fait, et c'est là que tu vois que parfois t'as les fans qui sont quand même complètement cons. Pour l'épisode de Nouvel An, il y a une photo promo du docteur. Oui. Il y a une photo promo du docteur qui porte une écharpe. Et qui portait une écharpe à l'époque? Tom Baker, dont Jean Jaurès. Non, Tom Baker qui est le 4e docteur, c'est son anniversaire aujourd'hui et on l'embrasse très très fort parce que Tom Baker était absolument fantastique en docteur et c'est d'ailleurs celui qui a participé, qui a été le plus long docteur, il a duré je ne sais plus combien d'années, mais 7 je crois, un truc comme ça. Donc bravo à lui, et donc elle porte une écharpe et les gens ils sont ouais, elle porte une écharpe, c'est trop une référence à Tom Baker. Et en fait comme c'est pas du tout la même couleur et que c'est une couleur arc-en-ciel qui fait gay quoi, ils avaient dit ouais elle est définitivement lesbienne avec Yaz. T'es là putain les gars mais vous êtes complètement débiles, arrêtez, fermez vos gueules et crevez tous. Bonne journée. Ouais, c'est Christophe Barbier aussi mais des écharpes. Exactement. Ouais, mais pas là. Lui, c'est une rouge de communiste, il me semble, non? C'est une rouge, effectivement. Ouais. Communiste, j'irai peut-être pas jusque-là. Et ben voilà, c'était Docteur Merde pour cette année. Et
Un petit bruit de chasse d'eau peut-être pour conclure cette chronique. Voilà, c'était mon avis sur la saison. Très bien. Eh bien, j'espère que les fans sauront réagir à cette chronique qui va faire couler beaucoup d'encre et on va approcher des 7000 vues, probablement. Ouais, sans doute. Merci pour ta... qui vont arriver, qui vont dire que tu es devenu comme Bastien. Merci pour ta conviction, en tout cas. C'était plaisant à écouter. On a senti de la passion. Moi, j'avais pas entendu ça depuis Bernard Tapie sur les plateaux télé. Et toi, t'es pas malade en plus, donc bravo. Merci. Sans doute. Ouais, c'est un peu mon idole, c'est un spirit animal. Ah, moi aussi. Bernard, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Nanar, dans nos cœurs à tout jamais. Bastien, nous allons donc enchaîner sur ton petit pot pourri. Ouais. Et tu as tout le temps qu'il faut là. T'as un boulevard qui s'offre à toi. Ouais. Bon, alors on va commencer parce que je sais que vous l'attendez, cette chronique. Alors il n'y aura pas de requin aujourd'hui, je suis désolé. Oh. Mais on va parler de ce fameux, comment on peut dire, un revival d'un ce classique du cinéma d'horreur qu'il y a eu il y a peu. Je vois de quoi tu parles. Qui a fait Chucky. Table rase de toutes ces suites qui n'en fait réutilisent que le film original avec son tueur mythique. Alors attention parce qu'on est sur une émission particulièrement polémique, hein, parce que je sens que tu vas pas y aller avec le dos de la cuillère et là c'est défenseur aussi ce film. Ouais, donc je vais vous parler. J'espère que tu ne spoiles pas. Hein. Je ne spoil. Je pense que je vais spoiler un petit peu. Mais je m'en vais alors. Ouais, mais de toute façon, vous l'avez bien compris, je vais parler de Leprechaun Returns. C'était bien amené, bravo. Merci. De Stephen Kostanski. De Steven Kostanski. Alors donc oui, ils ont refait un Leprechaun chez Sci-Fi. Et ils ont oublié donc tous les 8 suites, je crois. Ils sont repartis du principe que c'était une suite du. D'ailleurs, il y en avait un avec Jennifer Aniston, non? Bah c'est ça, et apparemment. Parce que du coup, je trouve que c'est une saga que je ne connais pas très bien au final, mais donc j'ai été checké tout ça. Et effectivement, l'original était avec Jennifer Aniston. Donc, l'original carrément. Donc forcément, ils ne pouvaient pas revoir Jennifer Aniston pour cette version. Donc, sa carrière en aurait besoin. On a eu sa fille dans l'épisode à la place, comme personnage du coup. Et donc, que vous dire, c'est une saga donc, que je découvre avec cet épisode parce que j'en avais jamais vu. Et c'est assez étrange quand même d'avoir fait tous ces films à partir de ce petit personnage du Leprechaun. Hein. Je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, mais donc oui, c'est petit. C'est Warwick Davis. Bah, à la base, c'était lui donc qui l'incarnait. Ah oui, c'est vrai, en plus. C'était juste une vanne parce que c'est un nain, quoi. Ouais, c'était lui qui l'interprétait, mais là ils ont changé d'acteur. Mais il est mort, non? Non, il est. Attendez, alors là. Warwick, il va très bien, je pense. Non, il est vivant, je crois. Ah merde, j'aime bien faire mourir les gens, mais. T'as toujours pas réussi à tuer Jacques Chirac, je te rappelle. Oh putain, ouais, l'enfoiré. Et donc, ce petit personnage irlandais avec ses petites feuilles, ses petits trèfles à 4 feuilles et qui adore l'argent. Et donc, on arrive à faire plein de films à partir de ce petit farfadet perdu dans la lande. Et il danse. Et donc, c'est quand même placé sous le signe un peu de l'humour, cette version. Parce qu'apparemment, ça s'était perdu un petit peu au fil des suites où c'était un petit peu plus sérieux. Là ils sont revenus à quelque chose un petit peu plus les Chucky dernière version avec donc un méchant qui a des punchlines et qui a son petit rire de second degré. Est-ce que tu peux faire le rire? Je sais plus si c'est ça, mais c'est quelque chose dans ce style là. Ça s'approche. Ça se rapproche. Alors après, d'ailleurs j'aimerais en profiter. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point synchro à 24 minutes? Ah oui, présent. Oui. Est-ce que tout le monde est là? D'accord, oui, ouais. Voilà, parfait. Tu peux continuer. Oui. Donc le film ne vaut que surtout pour ses exécutions, encore une fois, ces scènes de mort des personnages. Et c'est assez gorasse quand même. Donc le film se laisse suivre sans déplaisir. Forcément, c'est Leprechaun Returns. Vous attendez pas à, je sais pas moi, un classique du cinéma mondial. Donc on a
comment on appelle ça, des drones, D'ailleurs, du c'est séquence avec même pas un film. Hein. Ouais, C'est c'est même pas un film télé, téléfilm. téléfilm du Ouais, coup. c'est un téléfilm. C'est nos amis sci-fi, hein, quand même. Là, c'est ça. champions du Ouais. monde, quoi. Ouais. Mais du C'est coup, vrai. c'est quand même gorasse, hein, parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va justement pas être gore, et en fait, ça y va quand même. Donc, juste pour ça, le film a le mérite d'exister. Et vous aurez donc des petits trucs sympathiques avec une séquence avec un drone, ou ce genre de petites idées à la con qu'on peut voir que dans ce genre de film. Donc voilà. Et je crois qu'il y a un petit acteur qui était quand même dans le premier film, si j'ai bien compris, même son personnage, donc qui est là vieillissant, le Jamie Lee Curtis de cette version, et qui apporte sa petite caution. Donc voilà. Si vous aimez les petites séries B sans prétention, le Leprechaun Returns peut faire son petit effet. Après si 1h26. Hein. ouais voilà, ça doit être un format très court. Je pense ça. Voilà. Et effectivement, Warwick Davis va très bien. Il a même joué dans les derniers Star Wars. Pour vous dire à quel point il va bien. Next. Alors, j'ai été checker un film qui est sorti il y a quelques années mais que je n'avais pas vu, qui s'appelle I Am Not a Serial Killer de Billy O'Brien. Et C'est sorti en DVD avec Mad Movies, ça, non? je crois que ça faisait partie effectivement Oui, de c'est sorti, c'est même sûr. Et donc il y a un petit film indé qui avait fait surtout parler de lui parce qu'en fait le killer de l'histoire est interprété par l'ami Christopher Lloyd, donc Emmett Brown de Retour vers le futur. Et en fait c'est un film qui est adapté d'une BD à la base. Et c'est un film assez intéressant parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser pendant une bonne partie du film. Donc le début forcément, mais après cette partie est un petit peu chiante aussi au final. Et une fois que ça démarre, vraiment avec Christopher Lloyd beaucoup plus présent, ça se laisse suivre plutôt bien. Et puis à la fin on bifurque sur un côté fantastique qu'on n'avait pas vu venir, donc c'est assez bizarre et inattendu, mais certains pourront dire que ça part totalement en vrille, mais moi je me suis dit que c'était le petit film pareil, sympathique, comme ça, sans prétention, qui faisait plaisir à regarder. Et voir Christopher Lloyd dans ce type de rôle à contre-emploi, et justement, c'était assez plaisant. Après, il est un petit peu gentil le film quand même, donc c'est un petit peu le problème. On pourrait à la limite ranger ça des fois dans du chair de poule, toute proportion gardée. Mais vous attendez pas à un killer sadique, c'est pas non plus d'une violence extrême, c'est plutôt la peur du voisin, et est-ce qu'il se passe vraiment des choses, ça joue beaucoup là-dessus. Donc une horreur un petit peu plus réaliste. Ouais, voilà. Et puis l'affiche est bien, faut préciser. Ah puis Max Records, qui a le rôle principal, c'était quand même le mec de Max et les Maxinons, c'est ça? Ouais, Max et les exactement. Maxinons. Et juste pour Billy, le réalisateur du film, Billy O'Brien, avait fait Isolation en film précédent qui était plutôt pas mal. Voilà. Donc, mais j'ai aucun souvenir en fait de ce I Am Not a Serial Killer, à part le fait que je m'étais un petit peu fait chier. Ouais, mais il y a de ça, effectivement. Est-ce que du coup tu me recommanderais de le revoir pour juger ou pas? Non, j'irai pas jusque là. Non. Non, c'est juste le film à découvrir comme ça. Moi, ça m'a titillé justement, Christopher Lloyd en tueur. Voilà. Après, si vous aimez pas Christopher Lloyd, le film n'a peu d'intérêt. Est-ce qu'il a une meilleure tête que dans la pub dans laquelle on le voit récemment là, pour une voiture ou je sais pas quoi? Est-ce qu'on le voit dans une pub Est-ce que vous voyez cette pub? On le voit. Je crois que j'ai dû la voir, mais ça m'a pas choqué. Et il a l'air mais complètement à la masse, le pauvre Christopher. Pourtant c'est un plan très furtif, mais on a l'impression qu'il est fou, qu'il est en fin de vie. Bah là ça va avec le personnage en tout cas. Et du coup, comme je vous disais, c'est tiré d'une BD, et a priori il y a eu d'autres BD, et du coup le film n'a jamais eu de suite, mais il y aurait pu avoir d'autres choses à partir de ce personnage. Pas de Christopher Lloyd, parce que je crois que justement c'était fini cet arc-là, mais le héros du film justement devenait une espèce de détective, alors qu'au début du film on pourrait croire que ça va être lui du coup le tueur, le gamin un peu perturbé, et en fait ça bifurque sur autre chose. Mais c'est lui le tueur. Exactement. On reste dans la série B toujours avec un film qui date de 2006 que je ne connaissais pas du tout, qui s'intitule Derrière le masque, et c'est réalisé par... Oh, je l'ai vu. Ah, waouh. Ah bah attends, je crois, si on parle bien du même. De Scott Glosserman. Ah bah non alors.
Attends, Ça aurait été étonnant que tu aies vu le film. On y était presque. Ah non, mais le truc me dit quelque chose. Attends. T'as dit que c'était quoi le réalisateur? Scott Attends, parce que t'as aussi Glosserman, ouais. Avec, t'as un film de Paul Valespi qui s'appelle comme ça. Et donc, qui est un film d'horreur au pitch très sympathique, puisqu'en fait c'est un faux documentaire. Donc c'est tourné surtout à la caméra caméscope et compagnie, un petit peu à la C'est arrivé près de chez vous. Et d'ailleurs il y a d'autres similitudes avec ça, puisqu'en fait là on suit un hypothétique futur gros tueur en série qui s'inspire en fait des Freddy Krueger, des Jason Voorhees, des Michael Myers, puisqu'en fait on vit le film est dans un univers où ces tueurs-là existent vraiment. Ce ne sont pas des films, mais ce sont des vrais tueurs qui ont existé. Et donc tous les codes du slasher sont intégrés dans ce faux documentaire, et du coup cet hypothétique nouveau tueur est suivi par une équipe de journalistes, et donc le suivre faire ses méfaits, puisqu'il prépare un plan avec des jeunes enfermés dans une maison et qui va devoir tous les exécuter. Donc le pitch est très prometteur, le film est effectivement sympathique avec cette petite réflexion sur les codes du slasher, cette petite touche d'ironie et compagnie. Après, la limite du truc, c'est que y a quand même peu de thunes et ça se ressent, et donc il n'y a pas non plus une folle originalité dans tout le projet, et puis surtout c'est pas assez dans chaque côté, j'ai envie de dire. C'est pas assez drôle dans son côté humoristique, et c'est pas assez gorasse dans le côté slasher. Donc c'est un peu dommage, le film a le cul un peu entre deux chaises, mais après c'est hautement recommandable comme film d'horreur, contrairement à plein de Bloom, Danny Bloom Productions. Moi je préfère rester cette affaire. Je préfère regarder un Derrière le masque que des la nonne. Faut signaler le casting du coup est plutôt sympathique, avec Kane Hodder, Robert Englund. Il y a la nana de Poltergeist. Zoé Robinstein, ou je sais plus quoi. Zelda Robinstein. Zelda, ouais. Qui elle n'est plus par contre. Pour le coup, elle est vraiment décédée. Ouais. Mais, la mort, ça tue. Ouais. Et je me souviens de ce truc, mais alors est-ce que je l'ai vu? Je ne sais plus. Si je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Donc voilà. Partons du principe que tu l'as pas vu. Ouais, on va dire ça. Mais c'est potentiellement sorti aussi avec Matt, ça je ne sais pas si c'était... Non, je crois pas. Non, je dirais que non. À l'époque, je les achetais tous, et non, celui-là, je l'ai pas. Et pareil, le réalisateur, je crois, n'a rien fait depuis, et il désespère pas de faire une suite ou un préquel justement à ce film-là, parce que j'ai lu une interview de lui récemment, du coup, dans Rokirama, parce que c'est là que j'ai découvert du coup l'existence de ce film. Et voilà, le film en plus a eu quand même des bons petits échos apparemment à l'époque dans les différents festivals, et un film à redécouvrir. Un côté Scream aussi, si ça, là, tout de suite ça du coup ça vous donne plus envie, mais bon, en tout cas moi tu me l'as pas bien vendu, hein. J'ai pas du tout envie de me jeter dessus. Non, mais je ne vous demande pas non plus de vous jeter dessus. Enfin, next. Alors là, on va faire un petit peu le point moustache dans ce film. Remets ta moustache. Avec l'ami Charles Bronson. Fais pas la gueule. Bronson avec nous. Avec un film qui s'intitule Le Bison Blanc. Réalisé par G. Lee Thompson. Donc le réalisateur fétiche de Bronson, puisqu'ils ont tourné 9 films ensemble. Donc c'est pas rien quand même cette histoire. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de ce film, pourquoi aujourd'hui, comment c'est arrivé. Moi ça m'intéresse, là par contre ça m'intéresse. Donc j'ai acheté un fanzine pour le nommer qui s'intitule Toutes les couleurs du bis, écrit par l'ami Stéphane Herbisti, consacré entièrement à la filmographie de Charles Bronson pour ce numéro-là. Et donc il parlait d'un film qui s'intitulait donc Le Bison Blanc, qui m'a intrigué, puisque c'est un film de bébêtes, de monstres. Avec pour le coup pas un requin à 5 têtes, mais avec un bison blanc tueur. Et en fait le film est une production d'Ino De Laurentiis, et donc c'était post période Les Dents de la Mer, où on faisait un peu tout et n'importe quoi, et donc c'était le 3e volet d'un peu de la trilogie que Dino De Laurentiis a produit. Rappelons qu'il avait fait donc le King Kong, son King Kong, et il avait fait Orca, et donc il y a eu ce 3e film totalement méconnu aujourd'hui qui est Le Bison Blanc, avec Charles Bronson, qui est un western avec un bison blanc,
qui tue de l'Indien. Donc ça fait toujours plaisir pour les gens qui aiment pas les Indiens. En plus, c'est un western qui a la particularité d'être un western enneigé, et on adore les westerns enneigés, il y en a peu. Donc on vit dans une ambiance assez sympathique. Après le film, je l'ai vu dans une copie absolument dégueulasse, et je crois que c'est même pas s'il est sorti en DVD ou si ça a été restauré. C'est un film apparemment assez dur à trouver, mais donc est devenu un petit peu culte quand même dans certaines sphères, même si ça a été un échec retentissant à l'époque. Et moi je vous le recommanderais chaudement. Alors après, vous attendez pas à un grand film de bébête quand même non plus, mais justement tout ça n'est encore une fois qu'une métaphore, et tout ce qui va être intéressant, c'est la relation entre Charles Bronson et l'Indien avec qui ils vont s'associer, qui est aussi un acteur connu, puisque c'est l'Indien qui jouait dans Vol-dessus d'un nid de coucou, dans José Wells sort la loi, genre l'Indien qui était un peu dans tous les films américains à une époque. Will Sampson. Ouais, ça doit être ça le nom. Et il y a d'autres acteurs. T'es sur l'affiche. Ouais. Il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs connus. Le troisième acolyte, apparemment, a une filmographie assez importante. Il y a Kim Novak aussi dans un petit rôle. Donc il y a comme ça des petits rôles bien sympathiques. Martin Kove, John Carradine, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a John Carradine aussi. Et donc c'est toujours sympathique de voir toutes ces petites gueules, même si c'est dans des petits rôles, dans ce film comme ça, un peu perdu, très inspiré par Moby Dick forcément, toujours la même thématique. Et moi du coup, celui-là, je vous le recommande si vous avez envie de vous la péter en sortant des films comme ça que personne ne connaît. Western sous la neige, c'est une chanson de Dionysos. Ah. Ouais. Grand groupe. Bah ouais. D'ailleurs, nouveau roman et nouvel album bientôt. Et ça, c'est cool. Voilà, parce qu'en fait, comme j'ai chié sur Doctor Who, faut que je dise des trucs un petit peu positifs. Donc, tu sais, faut équilibrer un peu les choses. J'aime pas être toujours trop négatif ou trop positif. On vient de redescendre à 4000 vues. Ah, tant pis. C'est la vie. J'ai envie de dire. Bon, alors, next. Next. Arrête de dire next, parce que chaque fois, j'ai envie que tu parles du film de Nicolas Cage. Et tu le fais pas et ça me vexe. Ça me rend triste, quoi. Pour la dernière. Donc là, on va bifurquer totalement sur Netflix d'un coup, comme ça, sans prévenir, avec le chef-d'œuvre Netflix, rappelons-le, Roma, le Teresa de Netflix. Donc avec, vous l'avez reconnu, le Roma de Alfonso Cuarón. Ça y est, j'ai trouvé le courage de me lancer, de me lancer dedans. Alors, que dire, le principal problème du film, c'est que j'ai eu l'impression de voir de la pornographie cinématographique. J'ai envie de dire par là que c'est un petit peu Cuarón qui nous montre sa grosse bite de metteur en scène pendant tout le truc, et regardez comme je suis doué. Alors effectivement, c'est un petit peu dommageable de critiquer un film par rapport au fait que la mise en scène soit assez exceptionnelle. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, il y a un moment où c'est l'overdose, parce que donc le film, il y a énormément de panoramiques, et au bout d'un moment, c'est mécanique et ça devient, pour le coup, pour moi, extrêmement saoulant. Et, pour compenser des gros plans sur des crottes. C'est ça. Il y en a beaucoup quand même, je trouve. Ouais. Parce qu'au début du film, je le balance, mais au début du film, t'as toute l'entrée de la maison où il y a plein de crottes de chiens et t'as la voiture qui rentre. Et je me dis, il va y avoir un gros plan où le pneu va écraser la crotte. Et putain, il y est. C'est fou, quoi. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi Porqué Varum. La symbolique. Alors après, le film n'est pas dénué d'intérêt, mais c'est vrai qu'on le regarde en s'ennuyant assez poliment pour qui n'est pas intéressé par le sujet, un petit peu comme moi et comme d'autres gens, j'imagine. Bah déjà, c'est une femme. Et déjà, c'est une femme, et en plus, elle est étrangère, et en plus, c'est une boniche, alors... Tiens, t'as vraiment dû te sentir mal, là, putain. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour Macron sort de là. Alors après, il y a des petites séquences effectivement vers la dernière partie du film, notamment la séquence choc, j'ai envie de dire,
qui est effectivement assez poignante, réussie, mais comme on s'emballait qu'un petit peu au final de tous ces petits personnages, ça nous en touche une sans bouger l'autre, comme on dit, vulgairement. Après, on ne peut pas enlever sur le fait que effectivement le film a encore un lien, même si on n'a pas l'impression comme ça, avec en fait ces deux précédents films, donc Gravity et Les Fils de l'Homme. On pourrait dire que c'est le troisième volet de la trilogie de la thématique de la non-naissance. On va l'appeler comme ça. Et donc il y a comme ça des trucs qui trottent dans la tête de Cuarón et qui remet systématiquement dans ses films. Si j'ai bien compris, c'est un film quasiment autobiographique, il raconte un petit peu son enfance. Donc écoute, si ça vous fait plaisir, Monsieur Cuarón, pourquoi pas, mais n'ennuyez pas les autres avec ça. N'ennuyez pas les autres avec ça. Surtout que ça dure 2h15 quand même. 2h15. Après, je suis pas contre l'avis que le film soit un futur chef-d'œuvre et classique de l'histoire du cinéma. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais en l'état, c'est pas un film totalement fait pour moi. Je préfère regarder un Leprechaun, peut-être Returns. Ouais, et on t'en tient pas rigueur. Et vous n'entendez pas. Merci. Seb, tu l'as vu toi aussi, je crois. Oui, moi je me suis très vite dit, si les frères Dardenne étaient... C'est ce que j'avais plaisanté dans la dernière émission. Si les frères Dardenne... Non, c'était pas dans celle-là, c'était dans la spéciale qu'on avait faite. Mais si les frères Dardenne savaient filmer, tenir une caméra, ça donnerait ça en fait. Et parce que j'en ai strictement rien à branler de ce que ça raconte, quoi. Et c'est ça qui est vraiment chiant, c'est que tu regardes un film qui est vraiment très très beau, quoi. À part les plans sur les crottes de chiens où j'ai pas trop compris. Mais le film est visuellement absolument à tomber, quoi. Mais j'en ai tellement rien à branler de tout ce que ça raconte que les 2h15 elles sont passées mais difficilement. Pour tout vous dire, et j'ai même honte, hein, mais j'ai fait une pause au milieu pour aller nettoyer ma salle de bain. Ça c'est la boniche, hein, ça t'a donné envie. Ouais, c'est vrai, sans doute. Mais non, c'est mais le premier plan du film en même temps. C'est ce carrelage qu'il faut nettoyer. J'en pouvais plus, donc et ça me fait chier parce que j'adore Cuarón, mais je savais dès le départ, dès l'annonce du projet, que le film n'était pas pour moi. Et ça m'emmerde d'avoir eu la confirmation. J'aurais vraiment voulu avoir une surprise. Mais non. Après oui, effectivement, c'est très influencé par tout le cinéma européen, et donc c'est pas un petit peu notre cinéma fétiche. Mais après, ce qui est marrant, c'est de voir toutes ces critiques qui chient un petit peu sur tout ce cinéma-là, et là qui, d'un coup, crient au chef-d'œuvre sur le Cuarón, alors que, encore une fois, est-ce que si ce n'était pas Cuarón, ce serait la même chose? Des noms. Donner des noms. Non, c'est ça le truc. C'est ce que je dis souvent, tu prends le même film avec la même mise en scène, donc vraiment le point fort du film, tu mets un autre nom, les réactions sont plus les mêmes en fait. Donc voilà. Tout ça pour bifurquer sur ma prochaine critique. Alors certains, il y a un lien entre les films. Certains font des cycles, je sais pas, Tarkovsky, des cycles Ozu, des cycles Kurosawa. Moi en ce moment, je me suis lancé dans le cycle Philippe Lachaud. C'est autre chose. Philippe Lachaud-Pers. Et donc j'ai regardé son diptyque Babysitting 1 et 2. Et on peut dire que c'est un peu le haut du panier de la comédie française, pour le coup. J'y allais totalement... j'ai dit française, j'ai pas dit de la comédie. Oui, mais quand même. Hein. C'est quoi le haut de la comédie française, s'il vous plaît, monsieur? Oui, des noms. Les clés de bagnole. Ouais, mais récent. Nous trois ou rien, c'était très bien. C'est le truc de... J'ai pas encore vu le nouveau de Cuarón. J'ai pas encore vu le nouveau Chiron, mais Nous trois ou rien, c'était très bien. Ok. Ouais, mais je vous emmerde. C'est pas vraiment une comédie. Si, c'est drôle en plus. Donc ouais, les Babysitting. Qu'est-ce que vous connaissez, monsieur, à l'humour? J'ai envie de dire, hein, vous êtes français, moi je suis belge, alors j'ai un niveau d'humour bien supérieur au vôtre, et je vous emmerde et je vous encule, et allez vous faire foutre avec vos films de merde là, hein. Vous voulez garder vos films de merde, vous arrêtez de nous les donner, parce que nous, nos films belges, on vous les donne pas. Hein. Alors allez bien vous faire foutre, d'accord, monsieur? Ok? Hein? Ouais? Ok? C'est bon? C'est compris? Ouais, non, mais attends, je peux vanter le talent d'un Vincent de Zania, ce genre d'acteur qui se découvre totalement dans ce film, dans ce rôle très drôle. Et ouais, moi j'en attendais rien, et du coup c'est peut-être ça qui fait que j'ai été surpris.
Il y a des petites blagues qui m'ont fait marrer, c'est totalement con. J'en avais vaguement parlé dans le premier film, il y a un mec qui ressemble au vieux dans là-haut, et donc ils refont un petit peu là-haut, il l'accroche à un canapé avec des ballons pour qu'il s'envole dans le ciel. Ça, c'est le genre de petit truc qui me fait beaucoup rire. Le deuxième film avait été moins bien reçu parce qu'effectivement on reprend totalement le principe du premier avec la caméra retrouvée et compagnie, donc c'est vrai que ça se renouvelle pas de ce côté là, mais après il y a le décor qui change totalement. On a remplacé Gérard Jugnot par Christian Clavier, donc oh putain, il est oh la partout. vache, oh la vache. Clavier qui fait Est-ce que on peut en profiter juste pour faire un petit raccord synchro? Tout le monde est là? Oui, ouais, présent. 45 minutes, pardon, tout le monde est là. Parfait. Ok. présent. Et ouais, passons directement à ma dernière. Attends, on passe un C'est peu tout trop vite là sur le babysitting. Hein. Je pense qu'on a encore des choses à dire dessus. Vas-y. Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui veulent qu'on aille voir Nicky Larson pour en parler dans l'émission. Ça sort quand? Pour la Saint-Valentin, je crois. Il y aura Attends, on pas a des 51 auditeurs qui cette nous année. parlent. On a Ouais, des auditeurs bon, qui nous parlent parce que moi j'en ai non, aucun qui c'était peut-être communique. moi en fait. Ah d'accord. Oui, c'est bien ce que je me disais parce que ça, On ça fait une paraissait émission bizarre. spéciale sur Nicky Larson. Ça fout, je paye pas pour ça moi. J'ai pas le temps. Moi non plus. Le mec il va voir aucun film au cinéma jamais, il va aller voir Nicky Larson. Ah, pour l'amour du nanar. Là c'est pas un nanar, c'est un navet. C'est une merde. C'est vous Bon, la merde ok. monsieur, c'est vous la merde. Effectivement, je crois qu'on peut aller sur le 6e film. Là. Voilà, qui n'est pas un film d'ailleurs et qui est une série télé. On va conclure sur une série télé qui ressuscite dans cette 4e saison. J'avais démoli la saison 3 dans une précédente émission. Mais là, This Is Us. non. Merde. C'est une série qui en son temps avait eu le Golden Globe du meilleur drama sur la première saison, comme certaines autres séries qui se sont perdues avec le temps aux yeux du public américain et des critiques, mais qui existe toujours. Et donc je parle de The Affair. Et donc j'ai rattrapé mon retard puisque la saison s'est terminée au mois de juillet-août, je crois, de 2018. Donc là, je l'ai enfin maté à reculons, puisque donc rappelons que la saison 3 était dans l'ensemble assez catastrophique, notamment un arc qui phagocytait tout et qui était n'importe quoi. Et donc on sent que là ils ont appris de leurs erreurs avec cette saison 4 et qu'ils essayent un petit peu faire tabula rasa de ce qui s'est fait avant. Donc une saison qui revient aux sources, parce que quand même la première et la deuxième saison avaient un côté très sympathique, malgré qu'il y avait aussi cette partie policière qui était un petit peu pète couille. Oui, N'est-ce pas? Et c'est ça qui est marrant avec The Affair, c'est que ses défauts sont totalement transparents. Et encore cette saison 4, il y a des grosses ficelles, il y a des trucs qui vont pas, et on est tous d'accord pour dire que on les voit, on est tous d'accord sur les mêmes choses. Mais à côté de ça, il y a des fulgurances, il y a des trucs vraiment très bien écrits. Et cette saison 4, c'est à nouveau ça, et notamment les 3 derniers épisodes de la saison qui sont qui montent en intensité, qui se permet même de rejouer des partitions Six Feet Under-esque, carrément, j'ai envie de le dire. C'est pas pour rien que Rodrigo Garcia est à la réalisation sur 3 épisodes, je crois, dans cette saison 4. Les acteurs sont très bons côté Dominic West et surtout Maura Tierney, qui joue tout le temps pareil depuis Urgence, mais j'adore Maura Tierney. Là son rôle pour le coup est encore plus réussi. Il y a que Joshua Jackson qui est un petit peu, on sent qu'il est moins charismatique que les autres, mais comme il est bien servi cette saison au niveau de son rôle, ça relève bien le truc. Le dernier épisode que j'ai vu donc hier soir, pendant tout le truc, qui fait 1h15, je me suis dit, oh putain, masterpiece l'épisode, quoi. J'étais chaud parce que la saison 4 dans son ensemble, il y avait des trucs quand même, je vous disais, assez chiants, assez ratés. Et puis là, sur les 3 derniers, ça remontait bien. Et le dernier, je me suis dit, ah putain, ils font fort et tout. Et malheureusement, ils ont eu cette très mauvaise idée qui gâche tout, de teaser une musique de merde lors de la séquence de fin de l'épisode. Et ça m'a gâché totalement l'ensemble du truc. Bon, ça... Alors laquelle alors après, effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de merde? Et en fait, quand j'ai checké, je me suis dit, en fait, c'est un groupe qui est pas si merdique que ça, mais du coup, la musique qu'ils ont choisie est totalement merdique, puisque c'est une musique de Death Cab for Cutie. Ah, ouais. Et donc, en son temps, elle fait aussi une musique
qui avait été utilisé dans Six Feet Under, qui était très sympathique, mais là ça le fait pas du tout. On a l'impression de finir un épisode de Grey's Anatomy. En plus ça se passe dans un hôpital et tout, donc ça fait très Grey's Anatomy, et ça m'a totalement cassé un peu le délire, donc c'était un petit peu dommage de finir sur cette note. Surtout que précédemment on avait eu du The National, About Today, ou des trucs beaucoup plus recommandables, mais je sais pas, là il y a eu une petite bifurcation, un petit le mot du jour c'est bifurqué quand même. Ah ouais. Mais après, est-ce que tu viens d'acheter un GPS ou qu'est-ce qui s'est passé? Pas. Non, ils disent pas de. J'ai acheté le GPS Bob Dylan. Mais j'ai pas entendu la vanne en fait. J'ai acheté le. En plus, il y a un épisode qui te plairait totalement, Seb, puisque doit durer 58 minutes, et tout à l'heure tu parlais de deux personnages dans deux personnages dans une pièce qui parlent pendant 20 minutes. Bah là c'est ça. Ouais, c'était hors émission en fait. Hein. Non. Parce que les gens qui nous écoutent ils vont pas comprendre. Mais non, t'en as parlé pour Doctor Who. Non, je parlais du Punisher. Ah oui. Et c'était avant l'émission. La saison 2 de Punisher, ouais. J'en parlerai parce que tu voulais. Et donc là on a ça vas-y. Pendant 1 heure, effectivement, un huis clos. Bah si c'est bien écrit ça me dérange pas, mais là en l'occurrence les personnages étaient nuls et le dialogue était nul donc... Mais là du coup c'est très intéressant puisqu'en plus comme à chaque fois c'est 2 points de vue différents, mais là du coup c'est le même point de vue mais raconté de 2 versions différentes, et c'est assez intéressant à voir. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Parce que sur sa dernière saison, c'est ce que Rescue Me faisait, vu qu'ils avaient plus trop de thunes. C'était le fameux Two Guys in a Room, et donc t'avais 2 personnes qui pendant 20 minutes ininterrompues avaient un dialogue, et c'était très 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 souvent brillant, parce que Denis Leary et ses auteurs étaient vraiment très très bons, et puis les acteurs étaient formidables. Donc quand c'est bien écrit avec de bons acteurs, ça passe tout seul. Alors, en l'occurrence, ce que je disais sur Punisher, c'était ni l'un ni l'autre. Ouais. Après, comme je vous disais, il y a des défauts, même dans le dernier épisode. Au-delà de la musique, il y a même une autre idée qu'ils font qui est trop soap, mais ça passe. Même eux, ils en rigolent à la limite de leur idée parce que ça va bifurquer sur une idée peut-être plus intéressante par la suite. Et thématiquement, la série, cette saison, on prend une dimension encore plus intéressante puisque on sent que la série se ressource grâce à ce qui se passe comme élément choc dans cette saison. Et puis... l'idée aussi que maintenant des enfants, tout ça thématiquement c'est intéressant puisque on comprend que tout ça va aller vers donc on a eu le droit aux parents, on a le droit à ces personnages là, maintenant leurs enfants, est-ce qu'ils vont apprendre des erreurs de leurs parents ou pas, et finalement on comprend que tout ça va se répéter sans cesse puisque la vie n'est qu'une suite d'accidents les uns après les autres. Et la saison 5, moi je l'attends de pied ferme parce que rappelons que l'idée concept c'est que donc il y a une 5e saison qui va arriver là, qui sera la dernière, et donc est censée se passer 30 ans après celle qu'on vient de voir. La saison 4. Saison 4. Donc est-ce qu'ils vont vraiment le faire comme je l'imagine? J'en suis pas totalement convaincu. J'ai l'impression qu'il y a du rétropédalage qui peut se faire avec genre on va quand même avoir des épisodes au temps présent. Et on aura quand même l'angle des 30 ans plus tard, mais ça ne sera pas que du 30 ans plus tard. Mais après, je trouve ça très, très couillu, très, très ambitieux, parce que va falloir se taper de la postiche aussi, peut-être. Après, pour les gamins, j'imagine qu'ils vont changer totalement les acteurs, notamment Anna Paquin qui fera partie du casting, et d'ailleurs, erreur de casting direct, parce que la gamine ne ressemble pas du tout à Anna Paquin jeune, puisqu'elle a un côté un petit peu chicanos, alors qu'Anna Paquin, pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, donc il y a un côté sur la saison 5 moi, que j'attends qui pourrait peut-être, s'ils font une très bonne dernière saison, rattraper l'ensemble de la série malgré sa sortie de route sur la saison 3. Parce que du coup maintenant c'est un petit peu une série comme ça un peu perdue des gens et qui... Ouais. Mais alors du coup la 5e ça serait la dernière, ça c'est officiel. C'est officiel, ouais. Bon, en plus, donc, au moins ils savent que faut qu'ils lâchent tout dans la dernière. Bah ouais. Puis de toute façon tous les acteurs se barrent plus ou moins, donc sans trop vous spoiler. Donc il est temps que ça se termine, et maintenant il faut le faire avec quelque chose qui a jamais été avec élégance, avec quelque chose qui a jamais été encore fait dans l'histoire
de la télévision, je crois, hein, parce que toute une saison avec un aussi grand bond dans le temps, j'ai pas souvenir comme ça que ça a été fait à ce point-là. Donc, wait and see. Très bien. Très bien. Bon, bah écoute, pour moi qui avais lâché l'affaire à la fin de la saison 1, même si j'avais quand même plutôt apprécié quand même cette intrigue policière qui m'avait bien pété les noix, on pourrait peut-être un jour, lors d'une intégrale, se laisser tenter. Moi j'avais lâché l'affaire après 2 épisodes. Ouf. Vous niquez Oula. tous. Mais on peut rappeler quand même le nom de notre ami Ruth Wilson, hein, Ruth qui est Wilson. quand même qui a la révélation de la série, Qui a un très Qui beau a rôle, absolument- effectivement. qui était extraordinaire. Sur tous les Et personnages. apparemment, elle s'est fait dégager de la série, elle s'est fait virer ou quoi? J'ai pas compris, j'ai pas suivi la Ah, moi aussi, je viens de voir qu'effectivement, elle était sur 4 saisons. Donc apparemment, la fin de la saison 4 se passe dans un hôpital. Je sais pas. Wait and see. Il a bifurqué sur Wait and See. Wait and see. Bon, bah écoutez, messieurs, Wait and See. je crois Avec qu'on va ça. conclure là-dessus. On va quand même rappeler les comptes Twitter de chacun. Alors, T'avais pas de c'est- chronique, Alphonse? Non. Si, Bah, si, j'en ai une. Tu as vu Si, Creed? j'en ai une. Tu as vu de Glace? Alors, Glace, c'est bien. Parce que dans la dernière Creed. émission, le mec il était quand même là, genre ouais, Creed, cette année, c'est je vais bien. aller au cinéma, je vais voir des films, et là il y a rien Ouais. vu. Ouais. Ah, mais les gars, Parce qu'on Je sait sais pas, on sait qu'il y a un film que t'attends Je- impatiemment et je peux pas faire les gilets jaunes et tout, quoi. dans la prochaine émission, tu peux déjà l'annoncer que ta chronique de Alien Crystal Palace, ce sera Alien Crystal Ariel Dombal, Palace, c'est ouais. quoi ça, Le film C'est d'Ariel le film Dombal. d'Ariel Dombal. Ah putain, j'avais oublié que c'était ça le titre du film. Attends, c'est Alien Crystal Palace? Oui. Ah, c'est un mélange de club de foot et du film Alien en fait, c'est un concept, mais pourquoi pas. Ah, mais en tout cas, Ok. elle a très bien vendu son film hier chez Thierry Ardisson. Ah. Oui. Écoutez, Alors oui, c'est un mélange entre le cinéma de Kubrick, de Cronenberg, de Argento. Ça Voilà. fait envie. La nana se prend pas pour de la merde. Alors que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais c'est le nouveau Nicolas Winding Refn. Et bim, un petit tac. Et sinon, moi j'ai vu en avant-première Dragon 3, qui sort le 30 ici en Belgique et le 6 février en France, et c'était formidable. Alors donc le premier était avec Brandon Lee, c'était sur la vie de Bruce Lee. Oui, exactement. C'est Rap Cohen. Quelle saga, quelle saga. Allez, je crois qu'il faut qu'on Faut rentre dans conclure. le thème, hein. Oui. Ouais. Bon alors donc Grumpy Seb. Oui. Le podcast de l'émission c'est Bug le podcast, le compte Twitter de l'émission c'est Bug le podcast toujours. Je suis Alphonse Dadet. Et Bastien, ton compte Twitter peut-être? Dominique Aveline, oui, l'autre plus Ah. belle moustache du cinéma avec Charles Bronson. Parce que comme le disait Tchekhov, hein, rappelons-le, les hommes sans moustache, c'est comme une femme avec une moustache. Amateur de la tarte au poil, venez avec moi sur internet. En tout cas c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est Et voilà. Bravo. Et on peut finir cette émission par cette citation d'Edward Hawkes que j'ai découverte récemment et qui est absolument super, qui disait: pour réaliser un très grand film, il suffit de faire 3 bonnes scènes et aucune de mauvaise. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, messieurs. Et on se dit à dans 15 jours, chers auditeurs. Prenez soin de vous et continuez à regarder des bonnes choses et à vous désabonner de Netflix. Ciao, ciao! Salut. Allez. Ah putain, j'ai ma souris qui répond pas, je peux pas couper. Attendez, hop.